bonjour à toutes et tous. Donc, bienvenue dans ce webinaire. Donc, je sais que vous êtes tous impatients pour connaître les indicateurs du tourisme responsable. C'est un sujet important pour nous tous. Avant toute chose, je voulais resituer le contexte. D'abord, ces travaux sont issus voilà, du manifeste qui a été lancé par ADN. L'idée était effectivement d'engager un certain nombre d'actions pour inviter les structures à s'inscrire dans un tourisme plus responsable. Et ce GT est issu de la mesure 10. Il a été créé en mars 2022 et je tenais à remercier, tous ceux qui se sont engagés, et que vous allez entendre toute cette matinée, accompagnés par Rodolphe et Guillaume Poncy, du CRT, Auvergne-Rhône-Alpes. Et je pense qu'aujourd'hui, vous allez voir tout le travail qui a été parcouru depuis mars 2022. C'est un engagement collectif, comme je le disais, mais qui nécessite d'être innovant, imaginatif, sortir de ses zones de confort, aller initier des indicateurs qu'on n'a pas eu l'habitude forcément de travailler dans les observatoires. Et donc, je pense que vous allez voir le résultat. Et puis, ce qui est important à souligner, c'est que c'est un travail qui est évolutif, qui n'est pas terminé. On ne rend pas notre copie aujourd'hui, ils ne rendent pas leur copie aujourd'hui. Mais je pense qu'effectivement, petit à petit, on va imaginer des choses. Et au sein d'ADN, c'est fait aussi en lien avec Pilote, c'est aussi fait en lien avec un certain nombre d'outils qu'on a au sein d'ADN. Donc, sans plus tarder, je vais leur laisser la parole. Moi, je vais m'éclipser, je suis désolée parce que j'ai une autre visio. Néanmoins, voilà, je tenais à ouvrir ce webinaire parce que c'est des travaux très importants pour nous, cette transition et cette évolution vers un tourisme plus responsable, et qui s'inscrit dans le cadre du tourisme responsable. Donc, je ne sais pas à qui je passe la parole, je crois que c'est à Guillaume ou à Rodolphe, je ne sais pas. Ça va être à Merci et moi. bon webinaire à tous. Merci beaucoup, Véronique. Alors, on va démarrer ce webinaire donc, de présentation de l'avancée de nos travaux sur cette thématique du tourisme responsable. Donc, Véronique vient nous faire le mot de bienvenue. Je vais vous présenter rapidement les enjeux, les objectifs, ainsi que la méthode de travail et là où on en est sur l'avancée de nos travaux. Ensuite, je laisserai la parole aux membres du groupe de travail qui sont ici aujourd'hui pour vous présenter précisément les travaux de la dimension environnementale dans un premier temps, puis de la dimension sociale dans un second temps, et on se gardera 4-5 minutes à la fin pour conclure sur cette thématique. Donc le webinaire, vous l'avez vu, on a prévu 1h30, on va terminer à 11h, on fera tout pour ne pas déborder. Vous avez constaté que vos micros sont désactivés, vous êtes 120 actuellement connectés. Je vous remercie beaucoup pour votre présence. Si, bien évidemment, si vous souhaitez nous faire part de remarques, si vous avez des questions, vous avez le petit module QR qui est en haut de votre écran, au sein duquel n'hésitez surtout pas à poser vos questions et vos remarques. On essaiera d'y répondre. Soit on a prévu 2 petits temps de réponse aux questions. On pourra éventuellement vous répondre en direct, ou si on n'a pas le temps de le faire pendant le webinaire, on vous répondra à l'issue de celui-ci. Et enfin, donc juste pour information, le webinaire est enregistré et le replay sera mis à disposition sur ADNCO dans les prochains jours et avec le document également que l'on va vous présenter aujourd'hui. Voilà un petit peu pour les éléments de départ. Donc, je vais rentrer immédiatement dans le vif du sujet pour vous rappeler un petit peu les enjeux et les objectifs de nos travaux. Donc, Véronique l'a dit, nos travaux répondent à l'un des engagements du manifeste pour un tourisme responsable d'ADN, qui nous demandait d'évaluer plus largement l'impact du tourisme en définissant de nouveaux indicateurs. Donc, la commande, les enjeux, c'était vraiment de créer un groupe de travail avec des représentants d'observatoires et du durable, en s'appuyant sur l'ensemble des échelons
et en ayant une représentativité en termes d'espace. Les espaces, pour nous, vous le savez, hein, ils s'entendent ville, campagne, montagne et littoral. Je vous présenterai le groupe un petit peu après. Vous verrez qu'on a réussi à répondre à cet enjeu-là. Notre point de départ, c'était vraiment de s'appuyer sur l'existant parce que ben voilà, on ne va pas réinventer l'eau chaude non plus. Il y a énormément d'initiatives qui étaient déjà en place quand on a démarré notre groupe de travail au mois de mars l'année dernière. Et donc, il y a eu un gros travail de veille et de benchmark qui a été réalisé à l'échelon national, mais également, on est allé un petit peu plus loin à l'échelon, on va dire, européen également. Donc, l'objectif, c'était vraiment de s'appuyer sur l'existant. On a trouvé des choses, des boîtes à outils du côté d'Etis. Enfin, voilà, ça doit être des noms qui vous parlent, hein. Mythomed, le guide ATD, qui était également paru juste avant le démarrage de nos travaux. Et puis, il y avait également un certain nombre d'initiatives territoriales dans vos structures, des travaux déjà, des bilans chiffrés qui sortaient sur la thématique du tourisme responsable, des chiffres clés, des référentiels, des guides ou des assises, par exemple. Autre enjeu, c'était vraiment de déployer une démarche pragmatique. Donc, ça a été vraiment notre ligne directrice tout au long de ces travaux. On a énormément testé les indicateurs et notamment les sources que l'on trouvait à tous les échelons. Et on avait également en ligne de mire de privilégier les données en open data. Mais ça, on en reparlera un petit peu tout à l'heure. Ce groupe, il est en lien avec, vous connaissez un petit peu ADN, on organise en commission. Donc, on est un petit peu à cheval entre la commission d'observation et la commission tourisme responsable. Et enfin, on ne travaille pas tout seul, hein, on travaille, j'en reparlerai dans un petit moment, avec un certain nombre d'entre vous d'ores et déjà, et également avec Atout France. Pourquoi avec Atout France? Parce que les indicateurs vont nécessiter un certain nombre de sources, de fichiers sources derrière pour pouvoir les renseigner. Et on pourrait bénéficier de l'opportunité de FTO pour les aspects stockage du fichier. Je profite pour faire un petit clin d'œil à François et Antoine qui sont parmi nous aujourd'hui, donc François Desbos et Antoine d'Atout France. Alors, les objectifs qui nous étaient fixés, c'était vraiment de définir une liste d'indicateurs pour compléter les indicateurs classiques qu'on a l'habitude d'observer et de voir dans nos structures. Donc, on voulait quelque chose de simple et de pertinent, applicable et comparable entre tous les échelons. On a mis ou non entre parenthèses parce que finalement, malheureusement pour certains, ça n'a pas toujours été possible, mais on a quand même fait en sorte que ce le soit au maximum. On souhaitait également une homogénéité pour chaque échelon. On souhaitait des indicateurs facilement appréhendables en open data au maximum ou facilement récupérables par des fichiers Excel, par exemple, et pas onéreux. On ne peut pas aujourd'hui vous dire pour avoir cet indicateur, il faut acheter une étude à 50 000. C'est clairement pas possible dans la période que l'on connaît. Ces indicateurs, on souhaite qu'ils prennent mieux en compte l'ensemble des dimensions du tourisme responsable, donc les dimensions sur lesquelles on s'est appuyé pour nos travaux, la dimension environnementale, la dimension sociale et la dimension économique. Et dans la mesure du possible, même si Véronique nous a bien rappelé que, et on le confirme, hein, ça va bouger, ça va évoluer dans le temps, mais on souhaite quand même, au moment du démarrage, avoir une certaine stabilité et durabilité des indicateurs. Il y en a il y a des sources qui risquent de disparaître, il y en a d'autres qui risquent d'arriver. Donc voilà, on a quand même une mobilité, il faut quand même s'attendre à une certaine mobilité dans le temps. Donc cette liste, évidemment, c'est la partager à l'ensemble des membres du réseau. Donc c'est ce que l'on fait aujourd'hui à travers ce premier gros rendez-vous. Et dans la mesure du possible, nous accompagnerons et vous inciterons le réseau à utiliser ces indicateurs. Et toujours, il faut travailler sur un outil de regroupement et de partage des données, ADNCO ou FTO du côté d'Atout France. Donc, les membres du GT qui vont vous présenter les travaux aujourd'hui, donc on est un peu plus de 10 personnes, mais il y a 10 structures qui sont représentées. Donc, vous les avez à l'écran. Donc, malheureusement, tout le monde n'était pas disponible aujourd'hui. On est sur une période assez rude en termes de calendrier. Je vais quand même faire le tour assez rapidement. Donc, c'est un groupe qui s'est énormément investi. On fait à peu près une réunion tous les mois. Donc, je les remercie vraiment pour leur implication, leur disponibilité et tous les travaux qui ont été faits outre les groupes de travail, parce qu'on part bien souvent avec des devoirs à réaliser entre deux réunions. Et franchement, c'est un énorme plaisir de conduire ce groupe-là.
Donc, dans le désordre, hein, Corinne Andro d'Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme, Aurélien de l'Office de tourisme de Combloux, Marc et Clément du CRT Sud PACA, Thomas Deschamps de l'OT de Paris, Clément est déjà fait, Nicolas et Anne de Provence Tourisme, Solène Harel de Tourisme Bretagne, Virginie Jacob d'Isère Attractivité, Fabien de Seine-Maritime Attractivité, Céline de l'OT de Saint-Jean-de-Mont, Christelle de l'ADT Auban-Champagne et Guillaume, alors il n'y a pas d'ordre, hein, je t'ai gardé pour la fin juste pour préciser que tu es l'animateur de ce groupe puisque chaque groupe comporte un animateur. Voilà, donc à nouveau un grand merci à vous tous pour votre implication. Alors, je vous l'ai déjà dit, on a démarré nos travaux selon les 3 dimensions qu'on a classiquement l'habitude de trouver en termes de tourisme responsable, donc la dimension environnementale, la dimension sociale, la dimension éco. On a souhaité démarrer par la dimension environnementale puisqu'on s'est dit que ce serait la plus complexe. On n'a pas été déçus, clairement, puisque ça occupe encore nos travaux 1 an et demi après le démarrage. Et on a démarré également les travaux sur la dimension sociale. On démarrera la dimension économique d'ici la fin de l'année. Comment on a procédé? On est parti en fait de liste à l'après-vert, de ce qu'on avait récupéré dans la veille, de ce qu'on souhaiterait, de ce qu'on avait vu, de ce qu'on trouvait intéressant. Donc, on s'est fait des listes immenses. On est parti sans critique, donc analyse sans filtre de cette liste. On a essayé de mettre des sources en face. Une fois qu'on trouvait des sources, on les a vraiment testées, expérimentées dans tous les sens. Et pour aboutir à la fin à la validation ou pas de l'indicateur selon la fiabilité de la source qu'on avait trouvée. Comment on a choisi ces sources? C'était souvent là où il y avait le plus d'offres à l'échelle de nos destinations. Toujours, je vous l'ai déjà dit, vraiment un prérequis, c'est des données disponibles gratuitement et en open data ou pas, enfin en tout cas facilement récupérables, soit en open data, soit en fichier Excel fourni directement par la structure. Là où la donnée est disponible pour un maximum d'échelons, donc échelon régional, échelon départemental et échelon local. Et là où les critères mettent en avant une réelle implication de la structure en termes de développement durable. Vous le verrez dans la présentation, chaque fois qu'on a un indicateur, on en a souvent un deuxième qui s'enchaîne, qui est le même en termes d'évolution. Donc, on a l'indicateur à l'année N et souvent l'indicateur à l'année N-1. Et puis, voilà, on en a déjà parlé. Le tableau de bord, il sera évolutif. Les sources évoluent, les labels évoluent. Donc, le tableau de bord, il évoluera également en fonction de ces évolutions globales. Donc, aujourd'hui, toujours sur nos 3 dimensions, ce qu'on va vous présenter, donc la dimension environnementale, on a analysé 43 indicateurs. Et la dimension sociale, on en est à 27 analysés ou en cours d'analyse, puisqu'on a démarré nos travaux en début d'année sur cette thématique-là. Donc, on a défini nos indicateurs selon 4, on va dire, familles. Donc, c'est le code couleur que vous retrouvez un petit peu tout au long de la présentation. Donc, sur fond vert, c'est les indicateurs qu'on a retenus. Il y en a 21 dans la dimension environnementale et il y en a 9 sur la dimension sociale. En fond orange, c'est des indicateurs qu'on est encore en train de tester. Il n'y en a plus à ce jour dans la dimension environnementale. Il y en a encore 3 dans la dimension sociale. En bleu, les indicateurs qu'on a mis en veille. Donc, il y en a 10 dans la dimension environnementale et 3 dans la dimension sociale. Indicateurs en veille, c'est des indicateurs qu'on met de côté pour le moment, que l'on voudrait, mais pour lesquels on pêche encore un peu, notamment en termes de sources ou de disponibilité de la donnée. Et enfin, on a pour chaque dimension, il y en a 12 pour chacune, des indicateurs qu'on a appelés complémentaires. Ces indicateurs, on les a trouvés importants, mais ils ne s'appliquent pas souvent à tous les échelons qui composent ADN Tourisme, enfin, qui composent les OGD aujourd'hui. Ils sont importants pour autant, donc vous verrez dans les exemples, on ne peut pas passer outre. Et donc voilà, ils arrivent complémentaires, ils ne sont pas dans le tronc commun de nos indicateurs, mais ils restent quand même importants pour les destinations. Vous comprendrez quand on vous donnera les exemples. Voilà, jusque-là, un petit peu le cadre du travail. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet par la présentation des travaux de la dimension environnementale. Donc, avant de passer la parole aux membres du groupe de travail,
Juste donc, vous expliquer que cette dimension environnementale, on l'a divisée en 4 sous-dimensions. Donc aujourd'hui, on a une sous-dimension hébergement et activité éco-responsable. On a la sous-dimension destination éco-responsable. On en a une autre, la troisième, qui concerne plus les aspects consommation énergétique et ressources naturelles. Et enfin, la dernière, liée à l'impact carbone, aux mobilités et à la qualité de l'air. Et je vais laisser la parole à Corinne et ensuite à tous les autres membres du travail pour présentation de tous ces indicateurs. Oui, bonjour à tous. On va commencer sur cette première sous-dimension, les hébergements et activités éco-responsables, avec en premier les hébergements éco-labellisés. Donc, pour les hébergements éco-labellisés, l'objectif ici, il est bien d'évaluer l'engagement durable des hébergements touristiques marchands de son territoire. 5 labels ont été retenus. Il s'agit des Gîtes Panda, les éco-gîtes, Clé verte, l'écolabel européen et Partir Écolo. Ces labels, en fait, ils ont été retenus pour différentes raisons. En premier lieu, leur représentabilité en termes de volume, la notoriété, bien sûr, du label, la facilité d'accès à la donnée, quel que soit son territoire, qu'on soit à une échelle régionale, départementale, PCI, voire même commune. Et la caution de l'ADEME a également été prise en considération dans le choix de ces labels. Vous pourriez être potentiellement surpris de ne pas retrouver un label comme Green Globe, qui fait pourtant partie des labels les plus connus. Et pourtant, nous ne l'avons pas retenu pour la principale raison en fait, qui ne représente actuellement trop peu d'hébergements labellisés en France. Donc, on a donc un volume agrégé d'hébergements labellisés. Agrégé, ça veut dire qu'on va additionner l'ensemble des structures labellisées. Et cet indicateur, il est décliné en deux autres indicateurs. La variation annuelle, de manière à suivre l'évolution des hébergements labellisés d'une année sur l'autre. Vous verrez que cette variation annuelle, j'en parle parce que c'est le premier indicateur, mais vous allez le retrouver bien sûr sur l'ensemble des indicateurs qui seront présentés aujourd'hui. Et autre indicateur, c'est la part des hébergements éco-labellisés par rapport au nombre total d'hébergements marchands du territoire. Donc, cet indicateur, ce dernier indicateur est en jaune, c'est-à-dire c'est un indicateur complémentaire, optionnel. Il est complémentaire car pour le nombre total d'hébergements marchands du territoire, en fait, il fait référence au SIT de chacun. Cette donnée n'est pas forcément homogène, présente sur tous les territoires, et il n'existe pas de base nationale de l'ensemble des hébergements. Donc voilà pourquoi ce dernier-là est complémentaire. À titre d'exemple, sur les hébergements éco-labellisés, en Auvergne-Rhône-Alpes, on a 378 hébergements éco-labellisés en 2023. C'est plus 5,9% par rapport à l'année -1, par rapport à 2022. Et la part des hébergements éco-labellisés par rapport au nombre total d'hébergements marchands du territoire, elle est extrêmement faible, puisqu'elle s'établit à moins de 1%, on est à 0,8%. Donc voilà pour ces premiers indicateurs sur les hébergements éco-labellisés. Je laisse la parole pour les restaurants éco-labellisés. Oui, bonjour à tous. Effectivement, donc sur les restaurants, on a ciblé donc 2 labels. Écotable tout d'abord, donc qui a été créé en 2019 et qui labellise selon 3 niveaux de performance. Où on va retrouver des critères tels que l'utilisation, par exemple, de produits issus de l'agriculture biologique de 15 à 50% selon le niveau de performance, la valorisation des déchets, la mise en place d'une politique également zéro déchet et proscrire tout ce qui est produits industriels et transformés. Ce label, ce qui est intéressant, c'est qu'il a plusieurs dimensions puisque Écotable a mis en place un Resto Score qui est sur le même principe que le Nutri-Score et qui permet d'évaluer donc l'impact environnemental d'un restaurant sur une échelle qui va de A à E.
Et puis, ils mettent également à disposition à l'ensemble des labellisés une plateforme qui s'appelle Impact et qui est un outil de mesure de l'impact environnemental de son restaurant. À ce jour, on a 246 restaurants labellisés au niveau national. On a une forte dynamique sur la labellisation, puisqu'on a doublé le nombre de labellisés en un an. Et à titre d'exemple, en région sud, en vue de l'organisation de la Coupe du monde de rugby en septembre-octobre 2023 et des JO l'année prochaine, le Conseil régional et l'Office de tourisme de Marseille accompagnent les restaurants de Marseille qui souhaitent aller vers la labellisation en finançant les 3 premières années du label qui vont de 500 à 1 500 € l'année selon le niveau. Et à date, on a 20 restaurants et on espère sur Marseille aller à 40 restaurants d'ici l'année prochaine pour l'organisation des Jeux Olympiques. Et le deuxième, donc, c'est Green Food, qui a été créé également assez récemment en 2018. Et lui, donc, c'est un label où les labellisés doivent avoir au moins 6 critères sur les 10 que donne le label. Et dans les critères, on va retrouver à peu près ce qu'on retrouve pour également écotable, hein, c'est-à-dire l'utilisation de produits locaux ou bio, la mise en place du tri, le compostage également, et puis également la mise en place d'un doggy bag ou de menus végétariens, et tout l'aspect également énergétique qui est important dans ce label. Et à ce jour, on a 51 restaurants labellisés en France, et on retrouve tout type de restaurant. Ça peut aller du restaurant étoilé jusqu'au food truck, par exemple. Je vais laisser la main à la prochaine personne. Merci beaucoup, Clément. Bonjour à tous et merci pour votre présence à ce webinaire. Alors moi, je vais avoir un petit peu le mauvais rôle ce matin, c'est que je vais intervenir plusieurs fois pour vous présenter les indicateurs qu'on n'a pas retenus ou qu'on a mis encore en stand-by. Et notamment donc, pour cette sous-dimension concernant donc, les hébergements et activités éco-responsables, il y a aujourd'hui 3 indicateurs qu'on a mis en stand-by. Il y a déjà les critères verts des nouveaux classements. En stand-by car on a jugé qu'il était encore trop tôt pour avoir des données cohérentes et représentatives. Toutefois, c'est quand même un travail qu'on va mener en collaboration étroite avec Atout France, mais travail qu'on ne débutera probablement que courant 2024, dans l'objectif justement d'attendre d'avoir le maximum d'hébergements classés concernés par ce nouveau classement. Deuxième indicateur mis en stand-by, c'est celui du volume d'hébergements identifiés comme éco-responsables par les plateformes majeures. En stand-by, car là également, on a jugé qu'il était encore trop tôt. La plupart des plateformes n'ont pas encore ou viennent à peine de mettre en place des dispositifs, ce qui ne nous empêche pas d'avoir un travail de suivi, de veille. On commence à analyser la démarche qui a été mise en place par Booking.com, par exemple, où on est également en contact avec Expedia ou Airbnb pour suivre les initiatives qui sont dans les cartons de leur côté. Et enfin, troisième indicateur, pour l'instant mis en stand-by, c'est le volume d'activités éco-labellisées. En stand-by, là, tout simplement parce qu'on a trouvé très peu d'offres labellisées, trop peu d'offres labellisées, quelques-unes sur des sites de visite ou quelques activités, mais insuffisamment pour que ce soit représentatif et applicable à quelles que soient les échelles. Et puis enfin, il y a les indicateurs, surtout les sources qu'on n'a pas retenues. Ici, il s'agit essentiellement de sources et de labels et de démarches éco-responsables. D'ailleurs, dont un certain nombre d'entre elles sont relativement connues, mais qui n'ont pas été retenues pour les différentes raisons qui ont été listées par Rodolphe tout à l'heure, insuffisamment développées, insuffisamment engagées dans l'approche durable, trop restreintes des fois aussi à un champ spécifique ou à un type de destination trop exclusive. Et également, parfois également, je pense là au fonds tourisme durable, avec une durée de vie trop restreinte, parce que forcément, on l'espère en tout cas, cette démarche-là n'est pas vouée à durer trop longtemps dans le temps. On a terminé donc avec cette sous-dimension. On va passer maintenant à la sous-dimension des destinations éco-responsables. Et là, je passe la main à Marc Bonnefoy. Merci Guilhem, bonjour à tous. Donc, dans cette dimension destination éco-responsable, je vais vous présenter 3 indicateurs que nous avons retenus, toujours par rapport aux critères qui vous ont été présentés. Alors, le premier, c'est Pavillon Bleu, c'est un label en fait qui valorise les communes, les plages et les ports de plaisance et qui permet de mener une politique de développement touristique et durable. Donc, c'est un label qui est quand même très ancien, mais qui évolue au fur et à mesure des progrès qu'on a en matière de sensibilisation sur le domaine durable.
Son champ d'action, il est très large, hein, c'est qualité environnementale, respect de la nature, protection du milieu marin, sensibilisation à l'environnement, qualité des eaux, propreté, accessibilité des plages. Donc, il y a un certain nombre de critères. Il y a un jury national et un jury international aussi. C'est important aussi d'avoir cette capacité de comparaison sur ces indicateurs à la fois à l'échelle nationale et l'échelle internationale. Aujourd'hui, donc, au niveau national, on compte près de 419 plages, 197 communes et 117 ports français maritimes fluviaux ou lacustres qui ont été labellisés. Donc là, on regarde donc l'évolution de ces chiffres au niveau de chaque territoire et chaque région. C'est aussi la possibilité de se comparer au niveau international parce que depuis 2001, le pavillon bleu donc, est présent dans plus de 50 pays. Et la France, il y a plus de 4500 sites qui sont labellisés dans le monde et la France fait partie des 4 premiers pays qui comptent le plus grand nombre de sites labellisés. Voilà ce que je pouvais dire sur celui-là. Donc, on peut passer. Le suivant, donc, c'est un label. Alors, ce n'est pas un label, c'est une démarche en fait plutôt d'engagement territorial à l'échelle internationale, hein. C'est un dispositif qui est porté par le Programme des Nations Unies pour l'environnement et dont l'objectif est de créer des destinations d'excellence sur le plan durable. Donc, il y a un plus récent, il a été créé en 2012 et il s'adresse donc aux collectivités, aux territoires et à l'ensemble des destinations locales. C'est d'abord un programme international hein, qui est développé dans beaucoup de pays à l'échelle internationale comme le Costa Rica, l'Équateur, l'Afrique du Sud. Et donc l'idée, c'est vraiment le conventionnement entre un territoire et le programme des Nations Unies avec une implication de différents partenaires à l'échelle française. Par exemple, on trouve l'Association des élus du littoral, acteurs du tourisme durable. Et effectivement, on a un véritable engagement aujourd'hui de territoire sur cette dimension qui prend en globalité l'ensemble des critères de développement durable pour une destination. Voilà. Le troisième, donc on peut passer au suivant. Le troisième indicateur qu'on a retenu, il est basé sur le label Ville et Villages Fleuris. Donc là aussi, c'est un label qui est connu, très ancien aussi aujourd'hui en France. Il référence plus de 62 critères pour être labellisé Ville et Villages Fleuris. Et dans cette notion de Ville et Villages Fleuris, la dimension environnementale a fortement progressé ces dernières années en termes de critérisation et notamment elle est associée très directement à une nouvelle logique de qualité de vie, un élément important aussi dans le développement du label. Donc aujourd'hui, on est capable, notamment dans ces dimensions ville et village fleuri, en fait, de sélectionner plutôt les communes qui ont un niveau de qualification de 4 fleurs, qui est en fait la qualification qui a le plus d'engagement sur les aspects environnementaux et éco-responsabilité. Donc, on a fait ce choix-là. Aujourd'hui, en France, il y a plus de 85 communes au niveau national. On en a 9 en Provence-Côte d'Azur. Donc, c'est un critère qu'on va suivre régulièrement, donc avec à la fois la possibilité donc, de regarder en année N-1 et aussi de faire des ratios, notamment ce qui est inscrit en jaune, la part des destinations éco-responsables, 4 fleurs, villes et villages fleuris, par rapport au nombre de communes labellisées, parce que vraiment, c'est sur le niveau 4 fleurs que l'engagement environnemental est le plus fort. Voilà ce que je voulais dire. Et maintenant, c'est à moi, je crois. Merci Marc. Alors, pour ce qui me concerne, moi, ça va être la présentation de labels qui sont un petit peu plus restrictifs et que donc, du coup, nous n'avons pas forcément, qui ont une dimension plus accessoire. On va voir pourquoi. Le premier, c'est Flocon Vert, qui est, comme son nom l'indique, labellise les plus belles plages de France. Non, évidemment, ce sont les stations de montagne. Donc, du coup, c'est ce qui représente une limite dans sa prise en compte, puisqu'il s'agit d'espaces qui ne concernent pas tous les acteurs du tourisme rassemblés aujourd'hui. Donc, ça fait partie. Donc, aujourd'hui, ça concerne une vingtaine de destinations.
ils sont passés de 42 à 20 critères. Et ce sont des critères qui sont revus tous les 5 ans. Mais bon, comme on l'a dit en préambule, ça ne concerne que des zones qui recoupent une ou plusieurs stations de ski. Donc, c'est un peu pour ça pour l'instant, on l'a mis en stand-by. Le second, qui est un label qui est Cheetah Slow, en bon français de France, et qui met en avant tout ce qui est valeurs humaines en termes de développement environnemental. Et donc ça, c'était une information qui nous intéressait. Mais malgré tout, sa limite, c'est que ça ne concerne que des destinations urbaines, ce qui n'est pas grosse critique en soi, hein. Je ne vais pas critiquer ce genre de choses, mais évidemment, ça ne concerne pas tous nos territoires. Et en plus, c'est un label qui est plus ou moins actif aujourd'hui. Donc, on a cette dimension qui est importante dans la place à donner à d'autres types de touristes qu'on a voulu quand même investiguer, notamment via ce label Cheetah Slow, mais qu'on n'a pas voulu complètement chanté parce que cet aspect nous intéresse malgré tout. 2 autres labels ensuite, dont d'ailleurs il y en a un qui est un label et l'autre qui est plutôt un programme. Et là, il y a une dimension un petit peu plus tourisme d'affaires qui n'est pas toujours intégrée à sa juste valeur dans les indicateurs durables aujourd'hui. C'est un label qui est mis en place par France Congrès, qui s'appelle Label Destination Innovante et Durable. Qui aujourd'hui a un objectif de regrouper 25 villes. Et là aussi, une fois de plus, ça constitue sa limite puisque ça concerne les espaces urbains principalement et en plus ceux qui déploient une activité autour de l'accueil de congrès. Et donc, du coup, c'est un peu la limite qu'on reproche ou qui fait qu'on se concentrera moins sur ce genre de label puisque ça ne concerne pas tous les territoires, qui rend la comparabilité un petit peu compliquée. Et le dernier label qu'on a mis un petit peu en stand-by, même si la démarche, comme les 3 autres, est intéressante. D'ailleurs, c'est pas un label, c'est plutôt un programme. C'est le GDS Index, Global Destination Sustainability Index, qui est un classement de villes internationales, mais qui comprend un pool de villes françaises. Donc là aussi, cette exclusion, on va dire, entre guillemets, d'autres types de territoires, peut-être plus ruraux, ou d'autres types d'espaces, qui font que ça ne représente pas un bon vecteur de comparabilité pour les destinations. Donc, par contre, c'est un programme qui regroupe 70 indicateurs et qui est véritablement dédié aux offices de tourisme, et donc qui peut être un bon début et qui peut mettre le pied à l'étrier des destinations qui sont encore en train de balbutier ou de poser un cadre. Et typiquement, ça a été notre cas. Et je laisse la parole à Fabien. Bonjour, je poursuis donc avec le sujet des sites naturels protégés qui nous semble essentiel de prendre en compte et de valoriser. Donc, on retient comme indicateur le nombre de sites naturels protégés. On a retenu une dizaine de mesures ou dispositifs de protection spécifiques qui sont listés ici. On retrouve les réserves naturelles, qu'elles soient nationales ou régionales, les réserves biologiques, les réserves nationales de chasse et de faune sauvage, les parcs naturels, régionaux, nationaux, les parcs naturels marins, les espaces Natura 2000, les espaces naturels sensibles et les grands sites de France. 2 ressources pour pouvoir avoir l'information concernant ces dispositifs de protection. Le premier, c'est l'INPN, l'Inventaire national du patrimoine naturel, qui est une plateforme de mise à disposition d'informations sur les sites naturels protégés. On retrouve en fait sur un site internet les listings des espaces avec leur type de protection, leur nom, leur surface, sous format Excel, qui sont téléchargeables à différents niveaux de territoire. Vous avez aussi les couches SIG. Donc, on n'a pas forcément d'historique de l'information s'agissant de ces sujets-là. C'est la raison pour laquelle on pourrait bénéficier d'un
d'un fichier collecté par ADN Tourisme. On a remarqué aussi que, s'agissant des espaces naturels sensibles, l'information elle est variable selon les territoires. Ça, donc, c'était la première source. Et la deuxième source concerne les grands sites de France. Donc, on peut regrouper l'information auprès du réseau des grands sites de France qui recense les sites qui ont le label Grand Site de France ou qui cherchent à l'obtenir. Donc, un Grand Site de France est un site naturel de grande notoriété et de très forte fréquentation où sont mises en place des mesures de préservation pour concilier justement la préservation du site et l'accueil des visiteurs. Par exemple, pour la Seine-Maritime, j'ai 55 espaces protégés sur le territoire, dont une démarche de Grand Site de France. En matière ensuite de déclinaison, on pense, comme on l'a fait pour de nombreux indicateurs précédents, à l'évolution, même si dans ce cas précis, il n'y a pas d'évolution significative d'une année à une autre. Par exemple, sur mon territoire, la Seine-Maritime, en 3 ans, ça n'a pas bougé. Enfin, en indicateur complémentaire, donc en jaune, des éléments relatifs à la superficie de ces différents sites, le volume et l'évolution. Pourquoi les indiquer en indicateur complémentaire? Tout simplement car il est souhaitable d'être doté dans vos structures respectives d'un outil SIG, système d'information géographique, car de nombreux sites font l'objet de différentes mesures de protection différentes, ce qui fait que lorsqu'on additionne les surfaces les unes aux autres, on peut se retrouver avec des volumes incohérents. C'est pour ça qu'il peut être nécessaire, voire indispensable, de dédoublonner les différentes mesures et les différentes superficies. Voilà pour ce sujet. Le sujet suivant, je poursuis avec la qualité des eaux de baignade, où ce qu'on propose de retenir, c'est la part du nombre de sites de baignade qui sont classés excellents au regard du nombre total de sites observés. Donc, il y a 4 niveaux de classement des eaux de baignade qui sont excellents, bons, suffisants et insuffisants. Ils font l'objet de ces sites de baignade de contrôle sanitaire tout au long de l'année et tout particulièrement des saisons. Et les résultats sont communiqués à la fois aux élus, gestionnaires de sites, mais aussi affichés et font l'objet de bilans annuels tout particulièrement qui sont mis à disposition notamment par les agences régionales de santé, parfois avec un historique d'information ou auprès du ministère directement. On propose donc en matière de déclinaison de l'indicateur de faire un suivi de cette qualité des eaux de baignade année après année et aussi de retenir le nombre de sites de baignade, cette fois-ci non pas classés excellents, mais classés insuffisants au regard du nombre total de sites. Donc, par exemple, toujours pour poursuivre sur mon exemple en Seine-Maritime, je viens tout juste de récupérer les données 2022. J'ai un historique depuis 2019 qui est facilement disponible via l'ARS Normandie. Et j'ai 26 sites de baignade qui font l'objet d'un contrôle sanitaire, donc à la fois des sites de baignade mer, mais aussi lac. Et je laisse poursuivre. Merci beaucoup, Fabien. On va terminer donc cette sous-dimension destination éco-responsable par les indicateurs les indicateurs, plutôt les sources qui n'ont pas été retenues, un petit peu à l'instar de la sous-dimension précédente sur les hébergements et activités écolabellisées. Ici, c'est plutôt des sources des écolabels ou éco-certifications qui n'ont pas été retenues, car soit jugées comme insuffisamment engagées dans l'approche durable, soit parfois, pour certaines d'entre elles, imposées par la loi et trop restreintes géographiquement, ou encore une fois pour le FTD, pour une durée de vie trop restreinte. Troisième sous-dimension environnementale, la consommation énergétique et ressources naturelles. Alors, c'est un sujet qui nous a semblé extrêmement important, surtout face à un phénomène, vous avez tous noté, qui est le nombre de véhicules électriques et hybrides rechargeables vendus ces 2 dernières années en France, qui a totalement explosé. Alors, quand je dis en France, on peut même dire en Europe. Juste un petit indicateur pour quand même en prendre pleinement conscience. 2022, les voitures électriques et hybrides rechargeables, c'est 18% des ventes de voitures neuves, alors qu'elles ne représentaient que 2% en 2019. En l'espace de 3 ans,
une petite crise sanitaire et dans ce coup, tout le monde s'intéresse à des voitures électriques. Donc, il nous a semblé quand même, on a voulu en tout cas intégrer un indicateur permettant justement d'évaluer la capacité d'une destination à accueillir cette clientèle ayant fait le choix de l'électrique et donc une clientèle qui est totalement dépendante de bornes de recharge. Alors, à ce jour, il existe 2 sources majeures et notamment reconnues par l'État qui suivent ces données déjà depuis quelques années, mais qui ont des méthodologies différentes et également qui présentent un certain nombre de contraintes dans les 2 cas. Alors, il s'agit d'Etalab et de GREV. Alors, notre choix, en tout cas le choix du GT, c'est pour l'instant porté plutôt sur la source GREV, car on l'a jugée plus complète et surtout, il faut savoir que c'est celle qui aujourd'hui est la plus exploitée, notamment en matière de communication par le gouvernement. Notamment, vous avez tous entendu parler de la fameuse barre des 100 000 bornes atteintes en mai 2023. C'est issu de cette source GREV. Alors justement, un baromètre est donc réalisé tous les mois par l'AVER France et le ministère de la Transition énergétique, justement sur la base des données récoltées par la société GREV, qui est une société privée, leader d'ailleurs de l'intermédiation sur le secteur des nouvelles mobilités. Pardon. Alors à ce jour, ces données, malheureusement, elles ne sont pas accessibles en open data et elles sont uniquement diffusées via des publications mensuelles de l'AVER, donc vous retrouvez en ligne assez facilement, et malheureusement également exclusivement à une échelle nationale et régionale. Toutefois, on a quand même une bonne nouvelle. Il y a assez peu de temps, l'agence Oré va très prochainement publier sur son site internet les données justement de l'agence GREV en data visualisation et à minima à l'échelle régionale, voire peut-être, on va croiser les doigts, au moins en tout cas à une échelle départementale. Par contre, dans tous les cas, vous l'entendez, cet indicateur pour l'instant, on restera en complémentaire car on n'a pas de données à une échelle locale de garantie. Mais comme pour beaucoup d'autres indicateurs, on va rester en veille active pour rester très attentif justement à l'évolution de ces différentes sources, voire peut-être, pourquoi pas, à l'arrivée soit d'une nouvelle source, soit à une amélioration d'une autre source potentielle. Et donc, pour conclure cette sous-dimension sur la consommation donc, énergétique et ressources naturelles, le GT a choisi de mettre pour l'instant en veille 2 indicateurs. Le premier, lié à la consommation électrique et gaz par les entreprises touristiques. Alors, en stand-by, car on a jugé que ces données étaient insuffisamment exhaustives et parfois même pas exploitable, notamment à une échelle locale. Dès qu'on est à des échelles départementales ou régionales, la masse fait, mais à une échelle locale, c'était beaucoup plus compliqué. L'agence Oré, aujourd'hui, collecte justement les données de manière totalement exhaustive auprès de l'ensemble des fournisseurs d'énergie et elle les met en disposition en open data sur son site internet et en data visualisation également. Alors, il est possible aujourd'hui de filtrer les données consommées par les entreprises grâce à leur code APE, ce qui n'est pas l'idéal, on aurait préféré plutôt du code NAF, du code APE, on est plutôt sur des regroupements, mais ce qui est déjà pas mal, sauf que malheureusement, il s'avère que ces codes APE sont souvent assez mal renseignés. Sur plusieurs tests qu'on a fait, on a estimé entre 10 et 15% d'erreurs, et d'après l'agence Oré, malheureusement, c'est renseigné de manière assez irrégulière, car il faut savoir que cet indicateur n'est pas obligatoire dans les transmissions de données faites par les fournisseurs. Mais l'agence Oré est assez optimiste quand même sur une amélioration à court terme de cette donnée, donc sur une exploitation, on va dire, vraiment fiable et sur ces éléments. Pour information quand même, Atout France a fait le choix, en tout cas a fait un gros travail d'exploitation de cette donnée, de cette source en data visualisation grâce à de la cartographie interactive, disponible aujourd'hui sur sa plateforme FTO. Néanmoins, le GT, lui, a fait le choix pour l'instant de plutôt mettre en stand-by cet indicateur, mais de rester en contact régulier justement avec l'agence Oré, également toujours avec Atout France, afin de suivre justement l'amélioration de cet indicateur et on l'espère en tout cas afin de l'intégrer au plus vite possible, en tout cas dans notre tableau de bord. Je vous avais dit 2 indicateurs mis en stand-by, non, c'est qu'un seul. Et on a un certain nombre de sources également qu'on n'a pas retenues, principalement en lien avec la consommation électrique et les bornes de recharge, que je vous ai cité juste avant, vous avez à l'écran. Et surtout, 2 indicateurs aujourd'hui qu'on n'a pas souhaité retenir. Le premier, c'est celui des déchets, notamment des déchets engendrés par l'activité touristique.
Pourquoi pas retenu? Raison toute simple, hein, c'est qu'on n'a trouvé aucune source homogène au niveau national, disponible en open data et quelle que soit l'échelle. De plus, si on veut que cet indicateur-là il soit exploitable, il faut qu'on puisse calculer la part liée à la fréquentation touristique. Et donc, pour cela, il faut qu'on ait des données liées à la part des habitants ayant quitté le territoire, pour une raison X ou Y, en tout cas de manière temporaire. Données pas forcément faciles à obtenir, donc, et pas forcément homogènes. Donc, on a fait le choix de le mettre de côté. Et enfin, dernier indicateur non retenu dans cette sous-dimension, c'est la consommation d'électricité verte par les entreprises touristiques en stand-by, car malgré ce qu'on pensait, malheureusement, cette donnée est impossible à obtenir. Il faut savoir que toute l'électricité aujourd'hui produite de manière durable et décarbonée est malheureusement agglomérée avec l'ensemble de la production électrique en France, ce qui rend totalement impossible cette évaluation. Donc, indicateur mis de côté. Et on va passer maintenant à la quatrième sous-dimension dans cette dimension environnementale, qui est celle de l'impact carbone de la mobilité et de la qualité de l'air. Et là, je laisse la parole, je crois, à Clément. Non, Nicolas, c'est à moi. Ah, pardon, excuse-moi. Bonjour à tous. Alors effectivement, pour aborder cette notion d'impact carbone, mobilité, qualité de l'air, on va s'intéresser aux questions des voies cyclables. Et là, on a des indicateurs qui sont assez simples, hein, qui paraissent assez logiques. On va essayer de comprendre dans quelle mesure les destinations s'engagent dans la construction de voies cyclables. Est-ce que ces voies cyclables ont évolué avec le temps? Alors pour ça, voilà, on a un indicateur qui est en fait le volume annuel de kilomètres de voies cyclables qui ont été créés en site propre et également en site partagé. Alors, on distingue ces deux types de voies cyclables qui sont donc dans le premier cas les sites propres, des voies cyclables sur lesquelles les vélos sont totalement indépendants du reste de la circulation. Hein. Ce sont souvent les pistes cyclables que vous voyez qui sont séparées d'un trottoir piéton et d'une voie voiture. Et de l'autre côté, on a les voies cyclables en site partagé, où là, c'est une piste qui est dédiée à plusieurs usages à la fois. Donc, l'enjeu, c'est de venir étudier quel est ce volume annuel et dans quelle proportion est-ce qu'il augmente chaque année dans les deux cas de figure. Alors, l'intérêt, évidemment, c'est que ça augmente, en particulier en site propre, pour avoir l'effet d'une augmentation de voies cyclables. On a une source Vélo et Territoire qui met à disposition justement ces créations de voies en site propre et en site partagé. Il y a une open data qui existe, hein, qu'on peut aller trouver sur Internet et qui est à l'échelle régionale et départementale. Et on peut avoir plus de détails au niveau communal avec des fichiers Excel qu'on peut ensuite obtenir par ailleurs. Un indicateur en jaune qui est aussi le taux de cyclabilité annuel, voilà, qui est un peu plus difficile à mettre en œuvre pour les différentes destinations, qui nous permet de savoir dans quelle mesure est-ce que le vélo peut être utilisé par rapport à d'autres types de moyens de transport. Est-ce qu'on peut passer à la suivante? Un label qui est intéressant et qui est quand même bien reconnu et qui est quand même pas mal décliné à l'échelle nationale, c'est le label Accueil Vélo, qui nous permet encore une fois de déterminer l'engagement des destinations sur l'utilisation du vélo le long d'itinéraires balisés et qui se décline aussi non pas seulement sur les activités de vélo, mais sur toutes les activités touristiques qui pourraient être liées. Hein. Donc, plusieurs structures peuvent être labellisées Accueil Vélo. Ça peut être à la fois des restaurants, des hébergements, ça peut être des offices de tourisme, ça peut être des sites touristiques et ça peut être voilà, aussi des boutiques de vélos, des réparateurs, des loueurs de vélos. Et cette donnée annuelle qu'on peut obtenir et son évolution, encore une fois, d'une année N à une année N-1, nous permet de savoir à quel point la destination a pu s'engager dans cette filière-là. Voilà pour l'accueil vélo. Merci beaucoup, Nicolas. Excuse-moi tout à l'heure. Hein. Donc, pour clore justement cette sous-dimension sur l'impact carbone, je vais dire sous-dimension qui était sûrement peut-être celle qui était la plus attendue, en tout cas par beaucoup d'entre vous, et sur laquelle il y a peut-être un petit peu de frustration.
notamment de ne pas voir certains indicateurs, en tout cas, plutôt de voir sur cette slide des indicateurs mis en stand-by. Alors, déjà, on va commencer dans l'ordre. Les deux premiers sont liés à la qualité de l'air. Alors, mis en stand-by car les données sont généralement trop urbaines. On a identifié un suivi beaucoup trop léger en fait sur les autres destinations, montagne, littoral ou campagne. C'est également des données qui sont souvent sur lesquelles on a eu des difficultés à savoir quels polluants suivre. Il faut savoir que dans la qualité de l'air, on suit plein de gaz différents. Quel gaz on décide de suivre, ce qu'on décide d'identifier uniquement les PM2, 2,5 qui sont seulement les plus néfastes pour la santé, mais qui vont peut-être identifier que certaines destinations comme polluées ou pas. Bon, on était un petit peu gêné par rapport à cet indicateur-là. Il faut savoir qu'aussi la pollution atmosphérique est malheureusement souvent subie par les collectivités, avec assez peu de capacité à pouvoir engager des démarches pour lutter contre. Et puis, également, on avait assez peu voire même pas du tout, c'est même presque le point principal, pas de source homogène en fait disponible au niveau national en open data. Alors, ceux qui suivent un petit peu ces données-là, vous allez me dire, mais si, il y a Atmo France. Sauf qu'en fait, non, Atmo France fonctionne par organisation régionale et chaque organisation régionale fait les suivis qu'il souhaite avec des mises à disposition de données malheureusement pas forcément homogènes d'une région à l'autre, pas forcément en disponibilité, pas forcément à des échelles locales. Et puis, on a également été un petit peu freiné par une tendance quand même un petit peu au tourisme bashing de ces dernières années, et on s'est dit que on est quand même là sur un indicateur où on tend un petit peu le bâton aussi pour se faire battre. Donc, un petit peu de frilosité également à trop s'engager trop rapidement sur cet indicateur. Et puis, il y a quand même un autre élément également, c'est qu'il y a plusieurs expérimentations en cours actuellement sur plusieurs territoires au niveau national, sur l'exploitation de nouvelles sources de données, notamment sur la qualité de l'air, issues de données satellitaires. Et donc, on va attendre le résultat de ces expérimentations pour faire un choix, en tout cas sur ces indicateurs. Et troisième indicateur mis en stand-by, et sûrement l'un de ceux qui était peut-être le plus attendu, c'est celui de l'impact carbone ou du BGS. BGS pour bilan des gaz à effet de serre. Alors, mis en stand-by à ce jour, car malheureusement impossible à calculer automatiquement, et ce, à n'importe quelle échelle. Mais mis seulement en stand-by et non pas au rebut, parce qu'aujourd'hui, il y a quand même 3 démarches en cours que l'on suit de très près. La première, mise en place par l'ADEME, c'est-à-dire que l'ADEME a prévu de sortir un guide méthodologique pour calculer un BGS régional, et donc guide méthodologique qui devrait sortir courant 2024. Il y a aussi une démarche entreprise par le CRT Nouvelle-Aquitaine qui a mis en place un outil d'évaluation de l'impact carbone du tourisme avec la possibilité en plus de pouvoir descendre à des échelles infradépartementales. Outil pour lequel il y a une réflexion en cours entre CRT au niveau national justement pour voir comment cet outil-là pourrait être partagé et harmonisé au niveau national. Et puis enfin, Orange Fuvision qui nous annonce une nouvelle donnée pour courant 2024 également sur un calcul de l'impact carbone lié à la mobilité des touristes pour venir une fois sur place. Et justement, le sujet de la mobilité, c'est les 2 derniers indicateurs que l'on a mis en stand-by, que ce soit sur le volume de kilomètres parcourus pour venir sur place, mais également la répartition des déplacements par type de moyens de locomotion. Alors, pour nous, la mobilité, le suivi de la mobilité des clientèles pour venir une fois sur le lieu de séjour est vraiment un sujet crucial et stratégique. Mais malheureusement, à ce jour, il n'existe pas encore de données disponibles qui puissent couvrir l'ensemble des clientèles françaises et surtout étrangères, qui est souvent le problème principal, ainsi que tous les types de déplacements, et notamment les déplacements pour venir, mais surtout les déplacements une fois sur place. Et on sait que sur des destinations notamment campagne, ovale, la voiture reste un moyen de locomotion indispensable. Toutefois, la solution justement annoncée par Orange dans le cadre de l'évaluation de l'impact carbone devrait intégrer justement ces données et donc, on l'espère, pouvoir répondre à nos besoins. Toutefois,
ce sont des données qui resteront payantes. Et donc, dans tous les cas, même si ça venait répondre à nos besoins, cet indicateur, même validé, restera toujours un indicateur complémentaire dans nos tableaux de bord. Et enfin, dans les indicateurs, ou plutôt dans les sources non retenues, en tout cas, on a 6 sources non retenues liées à la qualité de l'air, je viens d'en parler, à Atmo France, et à la mobilité des touristes, que ce soit du Kantar, MyTraffic, Waze, via Michelin ou SNCF, car soit les données sont trop restreintes, soit pas accessibles en open data. Et puis, 2 indicateurs pour l'instant non retenus. Le premier lié aux randonnées non autorisées et le deuxième au fluvial, aux déplacements fluviaux plutôt décarbonés. Pourquoi est-ce qu'on les a pas retenus à ce jour, soit par données inexistantes, soit également parce qu'on a jugé que on était là plutôt dans des activités de loisirs plutôt que dans du déplacement durable et non carboné. Rodolphe, je te laisse prendre la main pour les Merci à indicateurs ou en tous. tout cas les sujets qu'on garde sous le coude. Voilà, effectivement. Donc, voilà un petit peu notre tronc, on va dire, commun, enfin retenu aujourd'hui. Alors, je vous l'ai dit en intro, rien n'est figé dans le marbre. Voilà, j'ai vu passer un certain nombre de questions dans le module QR déjà. Voilà, on vous répondra, hein, il n'y a pas de souci. Juste, outre tout ce qu'on vient de vous présenter, on a mis de côté quelques thématiques ou des labels voilà, qu'on se garde sous le coude parce que pour nous, ça reste important, mais en l'état, alors, soit on n'a pas eu le temps de creuser, soit on n'a pas trouvé de source et on n'a pas eu le temps d'en chercher une autre, ou on a une source, mais elle ne nous convient pas, mais ça reste des thématiques quand même importantes. Donc, c'est pas abandonné. Ça rejoint un petit peu ce que vient de nous dire Guillaume à chaque présentation de sous-partie. Ça fait partie voilà, des sujets vraiment qu'on conserve et qu'on garde bon espoir pour réussir à trouver des éléments de réponse. Pour cette dimension environnementale, on a 3 grosses thématiques. On a tout ce qui concerne la météo. Ça nous semble quand même important pour des indicateurs de tourisme responsable. La météo, ça peut aller de manière très large, hein, des aspects température, vent, précipitation, journée caniculaire. Voilà, il y a plusieurs choses. On ne trouve pas aujourd'hui de source. Voilà, on essaye de rentrer en contact avec Météo France. C'est pas, il y a une source, mais qui ne nous convient pas aujourd'hui, qui ne descend pas à un échelon convenable. Enfin bref, on se le garde sous le coude celle-là parce qu'elle nous paraît quand même importante. Tout comme la satisfaction client. Mais malheureusement, on sait aujourd'hui qu'une satisfaction client, on l'obtient par une enquête. Une enquête, il y a souvent un coût derrière. Et donc, nous, rappelez-vous, nos prérequis, c'est ne pas engager de coût. Donc, voilà, on garde sous le coude, on réfléchit ce qu'on peut faire de la manière la moins onéreuse possible. Et puis, les données ferroviaires nous perturbent un peu aussi. C'est quand même le mode de transport décarboné par excellence. Aujourd'hui, c'est compliqué de trouver des informations. Nos contacts sont restés vains et on n'est pas les premiers à se casser les dents sur cette thématique-là. Donc, voilà, on se le garde aussi sous le coude, hein, comme s'appelle cette rubrique, en attendant de voir un petit peu comment ça peut évoluer. Alors, on avait dit qu'on se gardait des temps d'échange questions-réponses. Il y a eu des réactions dans le module. On ne va pas pouvoir vous répondre à tous. Si on veut confirmer le timing, juste, j'en ai pris une là au hasard sur la fin concernant la problématique des déchets. La question était donc oui, c'est effectivement, donc c'est Émilie qui nous a posé la question. C'est effectivement une problématique importante. On y a beaucoup réfléchi au sein du groupe de travail. Notre problème aujourd'hui, c'est que la gestion des déchets, elle se fait quasiment tout le temps à l'échelon intercommunal et on n'arrive pas à trouver de source homogène pour récupérer la même donnée au même endroit et à tous les échelons. Donc, on s'est vraiment cassé les dents sur cette problématique-là. C'est pas, alors, on l'a pas mise sous le coude, mais on va voir un petit peu comment ça évolue et qu'est-ce qu'on pourrait à quoi on pourrait réfléchir pour cette problématique-là. Voilà, Émilie nous suggère de travailler, de proposer une méthode à l'échelle locale. Pourquoi pas? On verra un petit peu selon l'évolution et de l'avancée de nos travaux. Guillaume, je ne sais pas si tu veux compléter. La priorité pour répondre à Émilie, que je salue d'ailleurs, était vraiment d'abord déjà d'arriver à sélectionner les indicateurs avant de travailler, d'aller sur on va dire,
remplir les trous qui manquent. Mais l'idée est bonne. On en avait d'autres également sur d'autres sujets, d'aller proposer peut-être des méthodologies pour combler les données manquantes. Mais en tout cas, je te rejoins également sur cette question du déchet qui est un élément assez important à pouvoir suivre. Après, j'en avais noté un certain nombre, FIP pour les restaurants, effectivement, qu'on n'avait pas identifié. Je pense que ça serait intéressant qu'on creuse un petit peu de notre côté pour voir. C'est assez surprenant, effectivement, que ce ne soit absolument pas sorti de tous nos travaux de veille. Valeur Parc, effectivement, je pense qu'on pourrait, pourquoi pas, on va peut-être y réfléchir, peut-être de l'ajouter en complémentaire à la rigueur, un petit peu comme on a certains indicateurs comme Cheetah ou d'autres de ce type-là, parce qu'effectivement, il y a quand même du volume derrière. Les doubles comptes pour les labels, il y en a, honnêtement, on a fait quelques tests, il n'y en a quasiment pas, c'est extrêmement rare. On pourra effectivement plutôt alerter les utilisateurs de ces tableaux de bord pour peut-être essayer de dédoublonner, mais je pense que le risque de doublon, il est extrêmement faible, en tout cas sur les tests qu'on a fait. UNESCO, on n'y a pas forcément été parce que les volumes sont très faibles. Et pourquoi est-ce qu'on a mis les bornes de recharge, les indicateurs bornes de recharge dans énergie, non pas dans mobilité? Alors là, je vais être honnête, c'est plutôt un petit peu des jeux de chaises musicales, tout simplement parce que la sous-dimension liée à l'énergie, liée à l'impact carbone, mobilité, qualité d'air, je sais pas, c'est là, liée aux ressources énergétiques, était un petit peu vide suite au nombre d'indicateurs qu'on a mis de côté. C'était pour éviter de fermer cette sous-dimension. Mais en soi, je pense que le plus important, ce n'est pas forcément la case où on le met. Ce qui est important, c'est l'indicateur que l'on va suivre. Ouais, merci Guillaume. On va enchaîner. Juste pour terminer sur les déchets, Émilie, c'est effectivement l'approche locale. Je pense qu'il peut y avoir des données, tout comme l'eau. J'ai vu passer aussi des remarques sur l'eau. C'est des gestions locales aussi. Après, c'est vrai, voilà, notre difficulté, rappelez-vous, nous, c'est vrai qu'au maximum, on va essayer de répondre aux 3 critères, mais ça pourrait être des choses qu'on rajoute de manière complémentaire en jaune, comme on a fait pour d'autres labels. On est, voilà, on vous demande aussi, on est au démarrage de nos travaux. On attend aussi après vous sur des remarques, des compléments. Voilà, c'est ce qui va aussi enrichir nos travaux aujourd'hui. Donc, merci pour vos retours. On va enchaîner si on ne veut pas trop déborder sur la dimension sociale. Donc, la dimension sociale, on a démarré nos travaux en début d'année. Voilà, donc on est quand même encore bien en chantier sur cette thématique-là. On l'a bien débroussaillé, mais il nous reste quand même encore du boulot. Cette dimension est divisée en 5 sous-dimensions à ce jour. Donc, on a une première partie qui s'intéresse aux relations entre habitants et touristes. On a une deuxième partie assez conséquente qui s'attache au tourisme inclusif. On a ensuite en troisième le tourisme de proximité. On a un volet ressources humaines et on a enfin un volet tourisme social. Et donc, je vais laisser la parole à Nicolas pour commencer à présenter ces indicateurs de dimension sociale. Oui, effectivement. Donc, on va commencer avec la première sous-dimension, relation habitants-touristes. Quel impact peut avoir aussi le tourisme sur le ressenti des habitants? Et ce qui est intéressant, c'est tout ce qui se passe au niveau de l'hébergement. Donc, on a un premier indicateur qui porte sur la pression qu'elle peut exercer le lit touristique sur l'habitant. Alors pour ça, on a pensé à lister les lits touristiques dans chaque territoire et à les diviser par la population. On obtient ce qu'on appelle un taux de fonction touristique qui, nous, en fait, il nous permet d'avoir l'illustration de vraiment la pression exercée sur l'habitant. En fait, dans quelle mesure un territoire est capable d'accueillir une population supplémentaire à celle de sa population résidente. Pour ça, on s'appuie sur des données de l'INSEE qui sont données chaque année, qui nous permettent d'avoir, alors ce n'est pas exhaustif, mais on a quand même un chiffre assez représentatif de l'hébergement marchand, plus les résidences secondaires, et donc d'obtenir ce taux de fonction touristique. On a une deuxième déclinaison qui est celle de la densité touristique annuelle. Donc là, c'est pareil, on va reprendre ce chiffre des lits touristiques, donc hébergement marchand plus résidence secondaire,
et le diviser cette fois par la superficie en kilomètres carrés d'un territoire, ce qui va nous permettre de voir à quel point un territoire, un espace géographique peut être surchargé par la présence de lits touristiques. Voilà, évidemment, tous ces indicateurs vont être analysés en termes de taux d'évolution. Et puis, on a mis des indicateurs qui sont, encore une fois, complémentaires, puisqu'ils sont quand même plus difficiles à mettre en œuvre, ils sont peut-être plus complexes et ils sont aussi certainement coûteux. Ce sont ceux qui nous permettent d'évaluer le ressenti des habitants d'un point de vue qualitatif par rapport au tourisme. Donc, on a le taux de tourismophobie et à l'inverse, on a la part des résidents qui, eux, soutiennent le développement touristique. Merci beaucoup, Nicolas. Alors, justement, pour conclure cette première sous-dimension sociale, nous avons encore un indicateur en test, c'est celui de la pression touristique sur l'habitat, et plus particulièrement l'impact du tourisme sur le prix de l'immobilier. Alors, nous testons actuellement plusieurs sources différentes disponibles aujourd'hui en open data. L'objectif pour nous, c'est d'arriver à voir si on trouve une corrélation entre le prix de l'immobilier au mètre carré et l'intensité touristique, donc la fréquentation touristique. Un autre indicateur, lui qu'on a mis en stand-by, c'est le nombre de visiteurs pour 100 habitants. Alors en stand-by, pour plusieurs raisons. La première, c'est déjà dans l'attente de définir le type de visiteur que l'on va prendre en compte. Ici, on peut parler de touristes en séjour marchand, non marchand, des excursionnistes, tous les visiteurs possibles. Donc, déjà arriver à identifier ce que l'on souhaite suivre. Il faut savoir que là, l'objectif de cet indicateur, ce serait d'arriver à graduer quantitativement le rapport entre visiteurs et habitants. Mais il faut savoir que cet indicateur, il présente également une limite importante, c'est celle de ne pas intégrer la saisonnalité, vu que le calcul, lui, serait annuel. Et donc, il y aurait tendance à lisser forcément les pics de fréquentation, en tout cas dans la démarche initiale qu'on avait envisagée. Donc, et dans tous les cas, il faut également aussi avoir en tête que cet indicateur fera obligatoirement référence à des données de fréquentation, donc à des données payantes, et donc ne pourra pas intégrer le tronc commun de notre référentiel. Deuxième sous-dimension, c'est le tourisme inclusif. Et là, je laisse la parole à Céline qui va nous parler des labels. Bonjour à tous. Oui, moi, je vais poursuivre avec ce pan du tourisme social. Il me semblait indispensable de parler de l'inclusion dans cette dimension sociale. La question du handicap est elle aussi indispensable à prendre en compte quand on parle de tourisme inclusif. Aujourd'hui, c'est un peu plus de 6 millions de personnes en France qui sont considérées comme en situation de handicap temporaire ou permanent. Un tiers d'entre elles ne partent pas en vacances, soit pour des questions financières, soit parce que ce n'est pas forcément simple pour être accueilli sur une destination. Et il nous a semblé que c'était le rôle des destinations, effectivement, d'accompagner notamment les professionnels. Donc, on a la chance d'avoir un indicateur assez simple au niveau national avec la marque Tourisme et Handicap, qui est la seule marque d'État qui est attribuée aux professionnels qui s'engagent dans cette démarche qualifiante autour des vacances accessibles pour tous. Donc, on a la chance d'avoir des données en open, puisqu'elles peuvent être collectées par ADN Tourisme. On a aujourd'hui à peu près 4000 établissements qui sont labellisés entre 2, 3 et 4 déficiences. Donc, ça, c'est un nombre. L'idée, c'est d'avoir ce nombre-là et de calculer l'évolution année après année, sachant que ça reste à relativiser, puisque ces dernières années, il y a eu beaucoup d'évolutions côté réglementation, sur également tout ce qui va être ADAP, les classements également en étoiles qui ont intégré des rubriques accessibilité. Donc, finalement, le nombre de labellisés n'évolue peut-être pas aussi vite que ça, mais c'est quand même un label qui était indispensable à prendre en compte. Et puis, on s'est dit également qu'il était intéressant d'avoir en indicateur complémentaire la marque Destination pour tous, qui montre là encore l'engagement des destinations pour cette question du handicap. Et ensuite,
toute la partie chèques vacances. Donc, avec la NCV, on a à peu près 200 000 structures qui acceptent aujourd'hui les chèques vacances. C'est un vrai engagement, là aussi, de la destination en faveur des vacances pour tous, là aussi. On a possibilité également de collecter les données via ADN. Donc, c'est des données qui sont en open. On a à peu près 5 millions, un peu plus de 5 millions de salariés et d'agents du service public qui peuvent bénéficier chaque année de ces chèques vacances. L'idéal pourrait être à l'avenir, c'est pour ça qu'on les a mis en indicateur complémentaire, de pouvoir récupérer le montant des chèques vacances utilisés sur les territoires ainsi que le nombre de structures émettrices. Donc là, il y a un peu plus de travail, c'est de la donnée qui est moins évidente à récupérer, mais elle nous semble intéressante aussi pour voir l'engagement autour de ces chèques vacances. Et je passe la parole à Corinne. Dans la sous-dimension du tourisme inclusif, on s'est également intéressé au profil des touristes, avec un premier objectif qui était de pouvoir évaluer la répartition des touristes d'un territoire selon leur catégorie socio-professionnelle. Cet indicateur, par contre, il reste en jaune, il est complémentaire, car ce sont des données qui sont payantes, qui ne sont pas forcément disponibles à toutes les échelles, que ce soit à l'échelle régionale, départementale ou au PCI. Bon, elles sont toujours disponibles à l'échelle des régions, mais également pour la plupart des départements, mais très rarement à l'échelle de l'ensemble des EPCI. On a identifié 2 déclinaisons pour cet indicateur qui ne peuvent pas, eux aussi, être intégrés dans le tronc commun pour ces mêmes raisons. Et puis du fait on a recours à des données qui sont payantes. Ces indicateurs sont la répartition des touristes par catégorie d'âge et également le départ en vacances des résidents. Donc, ces données, elles sont disponibles via Kantar ou Orange Full Vision, mais pas avec forcément le même niveau de détail. Autre indicateur dans la dimension du tourisme inclusif, c'est l'engagement de la destination concernant l'acceptation des aides en vacances des caisses d'allocation familiale, des CAF. On sait que VACAF, c'est un dispositif auquel adhère la grande majorité des CAF. VACAF gère des aides au départ et facilite l'accès aux vacances. Donc, des aides, en fait, sont accordées aux familles allocataires qui réservent des séjours, soit dans des campings, soit dans des villages vacances, soit dans des centres de vacances qui sont labellisés VACAF. En 2022, à titre d'information, l'aide aux familles a permis d'accompagner 116 000 séjours en France, avec une prise en charge de la CAF en moyenne de 53%. Et il faut savoir qu'en France, il y a environ 3 000 hébergements qui sont labellisés VACAF. Donc, l'objectif de cet indicateur, c'est bien d'évaluer l'engagement du territoire, de la destination en faveur de l'accueil en vacances des bénéficiaires CAF à travers le nombre de structures agréées VACAF. Cet indicateur est disponible à toutes les échelles, que ce soit région, département, EPCI, voire même commune. Et une des déclinaisons de l'indicateur, c'est le nombre de séjours pris en charge par la CAF qui sont réalisés sur le territoire. Donc là, ce dernier indicateur, par contre, il est en jaune, il est complémentaire, car actuellement, on a la certitude de pouvoir disposer de ces données à une échelle régionale et départementale. On est par contre en discussion avec eux pour essayer d'avoir cette donnée à l'échelle des EPCI. Donc, c'est pour ça qu'on a laissé ici en jaune. Merci beaucoup, Corinne. Pour conclure cette sous-dimension, 2 indicateurs mis en stand-by, 2 indicateurs liés aux données de la NCV, qui sont l'aide au départ et l'aide à l'investissement. C'est des données qui sont soit pas disponibles encore à l'ensemble des échelles que l'on souhaitait, soit également jugées comme encore peu représentatifs. On est encore en discussion avec la NCV pour savoir si on continue, si on les garde en stand-by ou si on ne les retient pas.
2 autres indicateurs encore en test également sur l'engagement des entreprises touristiques dans l'économie sociale et solidaire. Alors pour cela, nous avons fait le choix d'exploiter les données ESUS. ESUS, hein, c'est l'agrément entreprise solidaire d'utilité sociale, agrément national, et de données qui sont partagées en open data. Toutefois, il faut savoir que ces données-là sont extrêmement lourdes à manipuler. Elles exigent l'utilisation de fichiers, de logiciels adaptés. Le Excel n'est pas en capacité à traiter des fichiers aussi volumineux, mais grâce au CDT des Bouches-du-Rhône et à leur maîtrise du logiciel Python, nous avons pu enfin extraire ces données et lancer nos tests. Donc, on est assez confiant sur la suite de nos travaux. Et enfin, 2 sources non retenues. L'Union nationale des entreprises adaptées, l'UNEA, et la délégation ministérielle de l'accessibilité, pour des raisons à la fois de volume d'offres beaucoup trop faibles et surtout de données non accessibles en open data. J'en passe maintenant à la 3e sous-dimension, qui est celle du tourisme de proximité. Oui. Et J'enchaîne avec effectivement le tourisme de proximité, mais l'indicateur de la part de la clientèle de proximité d'une destination est encore en orange, donc en test, parce qu'il nous pose encore un certain nombre de questions. Néanmoins, il nous semble indispensable de l'indiquer, de la mentionner, dans la mesure où l'impact environnemental du tourisme de proximité est largement inférieur à celui du tourisme de longue distance, et parce qu'il s'est intensifié, tout particulièrement depuis la crise sanitaire. Mais les questions que nous nous posons reposent sur 2 choses. La première, c'est la question de la définition. Car si on sait très bien que le tourisme de proximité se caractérise par une destination proche de chez le touriste, les définitions sont variables selon les territoires et les différents échelons de territoire. Pour un OT, on peut parler des touristes originaires du département. Pour un département, ça peut être les départements limitrophes, encore que ça peut être variable, etc. Il y a une étude qui a été récemment menée sur le tourisme de proximité qui le définit lorsque le touriste se rend à moins de 500 km de chez lui. Donc voilà, il y a ce premier sujet qui est la définition même du tourisme de proximité qu'on doit discuter, arbitrer. Et la seconde question, c'est la source qui serait a priori donc là aussi payante. On a pensé évidemment à Kantar et à Orange Fluvision. Donc on continue nos recherches et nos expertises sur ce sujet malgré tout d'importance. Merci. Dans la dimension sociale, une nouvelle sous-dimension relative aux ressources humaines. Et là, on a un indicateur permettant d'évaluer la répartition des salariés hommes et femmes travaillant dans le tourisme. Alors, suite à la demande de ce groupe technique, en fait, l'URSSAF nous met à disposition un fichier annuel avec la répartition entre les hommes et les femmes dans l'ensemble des emplois salariés caractéristiques du tourisme. Donc, ce sont bien l'ensemble des codes NAF que ceux des emplois caractéristiques de l'emploi touristique. Et ce fichier est également transmis pour les travailleurs indépendants. Alors, ce qu'on appelle travailleurs indépendants, c'est à la fois les travailleurs indépendants classiques, mais également en plus les auto-entrepreneurs. Ces 2 indicateurs sont en jaune dans le fichier, car l'échelle disponible est le national, la région et les départements. Aucune donnée n'est transmise à une échelle infra-départementale. Juste à titre d'information, en France métropolitaine, dans l'emploi salarié touristique, on a 45% de femmes. Plus bas, il atteint les 35%. Dans l'Allier et dans le département de la Haute-Saône, ce taux il atteint les 56%, c'est vraiment le plus haut. Et concernant les travailleurs indépendants, la part des femmes dans les emplois touristiques, elle est à 38% en France, et le taux atteint les 45% dans les départements du Gers, du Lot et de l'Ariège. Merci Corinne pour cette sous-dimension liée aux ressources humaines. Il y a 2 sources que nous avons fait le choix pour l'instant de ne pas retenir, qui avaient pour objectif malheureusement d'identifier les ressources humaines dans les OGD, avec Pilote qui malheureusement ne concerne qu'une partie seulement des offices de tourisme, et l'enquête réseau d'ADN Tourisme, pourtant très bien animée, mais malheureusement dont le taux de réponse reste encore un petit peu trop faible
pour être exploitable à toutes les échelles et qui en plus traite de données ayant quasiment 2 ans de décalage. Je vous propose maintenant de passer à la dernière sous-dimension qui est celle du tourisme social et je laisse la parole à Clément. Clément, on ne t'entend pas. Oui, désolé, pardon. Donc effectivement, concernant l'UNAT, c'est une association qui a été créée en 1920 et qui contribue donc à rendre les vacances accessibles au plus grand nombre. Le réseau comprend 68 membres dans lesquels on retrouve notamment Accueil Paysan, l'association de tourisme équitable et solidaire, la Fédération des auberges de jeunesse, la Fédération Léo Lagrange, les Villages Clubs du Soleil, donc tout un tas de dimensions et qui rassemble 1600 hébergements touristiques en France, où on va retrouver un petit peu toute la typologie d'hébergements collectifs qu'on connaît, donc les villages de vacances, les auberges de jeunesse, les centres de vacances pour enfants, et puis également tout ce qui est camping et refuge, mais aussi les gîtes. Au niveau national, on a 250 000 lits touristiques qui sont compris dans cette association, ce qui représente quand même 24 millions de nuitées annuelles, c'est les derniers chiffres de 2022, et 8 500 équivalents temps plein pour ce qui est de l'emploi généré par cette association. Étant une association, on retrouve le rapport annuel où on a tout un tas d'indicateurs à la fois nationaux et régionaux, et puis les différentes antennes peuvent nous donner le relais au niveau local sur l'ensemble des adhérents et du nombre d'offres compris dans l'association. T'as pas ton micro, Guillaume. Ah ben voilà, j'ai fait la même erreur, Clément, désolé. Donc, je disais, pour clore justement la sous-dimension du tourisme social, là, nous avons fait le choix pour l'instant de ne pas retenir l'indicateur sur le tourisme équitable, principalement parce que les rares sources déjà que nous avons identifiées recensent des acteurs souvent peu nombreux, dont beaucoup d'agences émissives, assez peu de réceptifs, assez peu d'hébergements, et souvent en plus assez mal répartis au niveau national, donc ce qui n'aurait pas forcément permis de pouvoir avoir un suivi homogène pour tous. Donc, pas de tourisme équitable en tout cas à ce jour encore retenu dans nos indicateurs. Et Rodolphe, je te laisse. Donc, je vais clore cette partie. Donc, comme on l'avait fait pour la dimension environnementale avec ce que l'on se garde sous le coude, ça rejoint un petit peu ce qu'on a vu tout à l'heure pour la dimension environnementale. On aimerait bien pouvoir récupérer des choses sur les aspects satisfaction client, sur cet aspect social. Voilà, on a la même problématique que précédemment. Ça nécessite forcément une interrogation client avec des moyens derrière. Donc, voilà, ça reste… on retrouve voilà, cette difficulté sur la satisfaction sur les deux thématiques et on va voir un petit peu à l'avenir comment on peut réussir à trouver des pistes pour pouvoir obtenir des choses à ce niveau-là. Alors, moins de réactions sur cette dimension sociale, mais voilà, je pense qu'on vous répondra juste effectivement, Sophie, l'INSEE, oui, c'est mouvant. Bon, nos indicateurs vont l'être aussi, hein, donc voilà, on va essayer de s'adapter aussi à la stabilité des sources que l'on trouve. Et effectivement, j'ai vu passer aussi des aspects. Alors oui, on s'appuie beaucoup sur les labels. Forcément, aujourd'hui, on n'a pas trouvé d'autres possibilités, d'autres critères en tout cas pour définir la durabilité de toutes les thématiques qu'on a abordées. Alors, c'est pas mettre en avant un label plus qu'un autre, hein, c'est juste vraiment ce qu'on vous disait au départ, c'est voilà, estimer là, un petit peu l'aspect durable des choses, des hébergements, des activités, de tout un tas de choses par rapport à d'autres, effectivement, pour avoir des listes, en tout cas homogènes et complètes. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on n'a pas trouvé d'autre solution que de s'appuyer sur des listes fournies par des labels nationaux. Voilà un petit peu pour répondre aux questions. Je vois qu'il nous reste, voilà, on va essayer de vous lâcher à l'heure quand même. Il nous reste 3 minutes pour conclure. Alors déjà, merci à nouveau pour votre présence. Vous l'avez vu, donc on avance. Ça prend du temps. On est clairement sorti de notre zone de confort.
voilà, ce qu'on avait l'habitude d'observer chacun à nos échelles respectives. Ce qu'on voudrait observer aujourd'hui, on est allé vers des dimensions, vers des thématiques qu'on n'avait pas du tout l'habitude d'aller voir, enfin, en tout cas pour les membres du groupe de travail. Donc, ce n'est pas toujours facile au quotidien. On va essayer de boucler, en tout cas, la dimension environnementale dans les prochaines semaines. Vous l'avez vu, on a quand même beaucoup d'indicateurs en vert sur cette dimension-là. On a levé déjà quand même pas mal de doutes. On va s'appuyer sur les compléments et les suggestions que vous nous avez faites et on reste aussi à votre disposition pour les autres dimensions. Hein, si vous voulez nous présenter des travaux, nous suggérer des sources ou des labels, on est bien entendu à votre disposition là-dessus. On va continuer nos réflexions pour tout ce qui est de la dimension sociale. Vous l'avez compris, on est assez jeune sur cette dimension parce qu'on a démarré les travaux en début d'année. On a énormément de contacts en cours aujourd'hui. Il y aura sûrement des évolutions sur par rapport à ce qu'on vient de vous proposer. Et puis, on se garde surtout de la dimension éco qu'on va démarrer dans les prochains mois. On s'est dit au moment du démarrage que c'était la plus facile. Bon, on verra si l'avenir nous donne raison ou pas sur cette dimension-là. On a encore tout un tas de réponses à apporter sur notre organisation. Donc, tout ce qui est récupération et stockage des fichiers de données, où, quand, comment, des conventionnements qui seront certainement à mettre en place avec l'ensemble des structures qui nous fourniront de la donnée. On va entamer également nos réflexions sur les livrables, pour les indicateurs en eux-mêmes, sûrement un fichier Excel qu'on vous mettra à disposition, mais voilà, qu'il va falloir qu'on travaille également. Peut-être aussi un document d'accompagnement à l'exploitation. Voilà, un indicateur aujourd'hui, typiquement, je reprends, même si on l'a mis un petit peu en stand-by aujourd'hui, mais celui de la consommation d'électricité. OK, il y a tant de kilowattheures consommés sur mon territoire, c'est bien, mais qu'est-ce que j'en fais? Même si j'ai une évolution, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça ne veut pas dire? Voilà, on a quand même un boulot de sensibilisation et de contextualisation à réaliser également. On réfléchit à la création d'un espace dédié sur ADN-Co pour échanger sur cette thématique et probablement également mettre à disposition les fichiers de données pour que vous puissiez y avoir accès de manière autonome. Et donc, je vous l'ai dit en début, donc le replay sera disponible dans les prochains jours sur ADN-Co et on vous mettra également à disposition le PowerPoint qu'on vient de vous présenter. On continue nos travaux, c'est fastidieux, hein. C'est vrai que voilà, ça n'avait pas l'air au début, mais finalement, on se rend compte que ça l'est bien devenu. C'est en même temps très intéressant. On explore vraiment des champs extrêmement larges et c'est vraiment très enrichissant pour nous tous. On vous donne rendez-vous, on espère, l'année prochaine, premier trimestre, pour vous présenter une version, on va dire, beaucoup plus complète et aboutie de ces indicateurs. Je vais peut-être laisser Guillaume un petit mot de la fin. Ravi d'avoir pu présenter de manière intermédiaire l'avancée de nos travaux. C'est vrai que c'est plus long que ce qu'on pensait, mais en tout cas, c'est passionnant. Certes, c'est parfois frustrant, mais je préfère commencer petit. Je pense qu'il vaut mieux qu'on commence petit, quitte peut-être à laisser encore de côté certains indicateurs et venir enrichir nos travaux, nos tableaux de bord par la suite, plutôt que de vouloir tout de suite construire une montagne un petit peu trop grosse qu'on n'arrivera pas à gravir. En tout cas, merci à tous pour votre attention. Merci infiniment pour vos remarques. J'ai été étonné par le nombre de questions, de remarques, de suggestions. Ça prouve que le sujet passionne tout le monde. Il nous passionne aussi et on a hâte d'être d'ici la fin de l'année pour vous partager enfin la finalité de nos travaux. Et merci aussi surtout à tous les membres du GT, parce qu'on a vraiment une participation, un engagement exemplaire de tous et c'est vraiment très, très productif. Merci à tous et bonne journée.